Alia. Voilà, dans une traduction d'Adeline Struvet et Bénédicte Vautier. Alors 2 mots d'abord sur ce philosophe espagnol mort en 1955, auteur d'une œuvre considérable, en partie traduite dans notre langue et dans d'autres. Une œuvre célébrée en leur temps par Albert Camus ou Raymond Aron. Sociologue de la culture et homme de presse, plusieurs sections de ce livre, la déshumanisation de l'art, sont parues en 1924 dans le journal El Sol, un journal d'ailleurs qu'il avait contribué à créer lui-même. Il a également fondé plusieurs revues, comme la fameuse Revista de Occidente, dont nous donnerons des nouvelles tout à l'heure. Et il a été l'auteur d'essais pénétrants sur l'art, en particulier sur Velázquez et Goya. Cet Européen convaincu, germanophile, il a fait une partie de ses études en Allemagne, à Leipzig, Berlin et Marbourg, avant d'être nommé en 1910 à la chaire de métaphysique de l'Université de Madrid. Et, comme on le verra, passionné de culture française, a participé à la rédaction de la Constitution de la République espagnole. Le livre qui paraît aujourd'hui est un essai de sociologie du public qui a inspiré certaines analyses de Bourdieu, d'ailleurs, dans la distinction, et qui devient au fil des pages un plaidoyer en faveur de l'émancipation de l'art à l'égard de la réalité, notamment humaine, un processus que l'auteur voit à l'œuvre dans l'art moderne. Partant d'un phénomène sociologique, l'impopularité de la nouvelle musique, celle de Debussy en particulier, il en tire des conséquences sur le plan esthétique. Si le public décrit les productions de ces artistes, de poètes comme Mallarmé, de dramaturges comme Pirandello ou encore de peintres expressionnistes ou cubistes, c'est qu'il ne se reconnaît pas dans ces œuvres. Le plaisir esthétique sommaire induit la participation, l'identification à ce qui est représenté. Une peinture de paysage semblera jolie si le paysage mérite par son charme ou son pathétique qu'on s'y rende en excursion. Et lorsque Wagner injecte dans Tristan son aventure avec Mathilde Wesendonck, il nous enjoint, je cite, d'être quelques heures durant vaguement coupable d'adultère. Une œuvre qui ne l'invite pas à cette intervention, le prive de son rôle, ajoute-t-il à propos du spectateur, mais cette manière d'éprouver manque l'œuvre d'art, un peu comme le regard qui observe un jardin à travers une vitre, la traverse sans l'apercevoir. Or, l'œuvre est une transparence qui demande qu'on s'y arrête, et l'art moderne s'insurge de toutes les manières possibles, et jusqu'à l'iconoclasme ou le blasphème, contre cette attitude qui revient pour l'auteur, je cite encore, à se vautrer passionnément dans la réalité humaine évoquée. La tendance générale de cet art nouveau consiste donc à déformer, à briser, voire à éliminer progressivement les éléments humains, trop humains, qui s'imposaient dans les productions romantiques et naturalistes. Tout comme chez Mallarmé, si on parle d'une femme, c'est d'aucune femme, et si l'horloge sonne, elle indique l'heure absente au cadran. Si c'est une rose, vous connaissez la formule, ce sera l'absente de tout bouquet. L'art n'a pas pour fonction d'imiter la réalité, mais, je cite, d'inventer ce qui n'existe pas. Et Ortega rappelle l'étymologie latine du mot auteur, lauctor, celui qui accroît. Les Romains désignaient ainsi le général qui gagnait un nouveau territoire pour la patrie. Ou bien encore, il cite Goethe, selon lequel chaque nouveau concept est comme un nouvel organe qui surgirait en nous. On le voit, cet essai porte sur les mouvements et les avant-gardes des années 20. Le livre fut d'ailleurs considéré, en partie à tort, comme le manifeste de la génération des poètes de 1927. Il porte également sur leurs illustres devanciers. Mais le processus dévoilé par le philosophe n'a cessé de se confirmer depuis, et on peut souscrire au jugement de l'éditeur qui nous le présente comme un texte visionnaire. José Ortega y Gasset, la déshumanisation de l'art chez Alia. Vous m'en dites, je ne savais pas du tout, il a participé à l'écriture de la Constitution espagnole. Absolument, oui, il était député au Cortés. Ouais. Pas de personnage passionnant. Dans un parti de centre-droit. C'est un républicain modéré. Ouais. Bon. Alors on continue d'ailleurs sur le motif, comme on dit, avec une revue à laquelle il a contribué à la création. Oui. C'est la Revista de Occidente. Voilà. Alors il a été créateur de plusieurs revues, au moins 4 ou 5, dont une revue tout à fait étonnante qui s'appelle El Espectador, dont on a tiré d'ailleurs de nombreux textes. C'est là que se déploie son talent de sociologue
de la culture espagnole. Les Spectador, qui est d'ailleurs une revue qu'il avait, un peu comme Karl Kraus pour la revue Die Fackel, une revue qu'il remplissait, il écrivait entièrement lui-même, dont il écrivait absolument toutes les rubriques. Voilà. Comme ça, il n'avait pas de problème avec les comités de rédaction. Mais la Revista de Occidente, c'est une revue, effectivement, qui a maintenant une longue histoire. Alors, je voulais vous en donner des nouvelles, mais juste auparavant, évoquer donc quelques revues françaises, notamment 2 revues en ligne qui parlent d'études et de culture espagnole. Alors, il y a Hispania, une revue interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales, dont le dernier numéro en ligne porte sur les questions de légitimation et lignage. Alors, une revue historique. Voilà, qu'on trouve donc I-Spania. Exactement. Hein, d'accord. Alors, c'est une revue dont beaucoup de contributions sont donc, puisqu'il s'agit d'études médiévales concernant la péninsule ibérique, donc en espagnol ou en portugais. Le dernier numéro donc porte, comme je vous l'ai dit, sur des questions qui ont trait à la généalogie, au lignage, ce qui prouve que ces questions se posaient déjà dans l'Espagne du Moyen-Âge et d'Al-Andalus. Il y a également, alors plus près de notre temps, les cahiers de civilisation espagnole contemporaine, qui sont également une revue en ligne, donc avec un numéro, dans ce dernier numéro en ligne, un article tout à fait intéressant de Serge Bouge, qui revient sur la pensée politique, la sociologie sous le franquisme et la transition. Donc c'est la période du second franquisme, avec le retour de la sociologie espagnole au sein de l'université au début des années 50, après 15 années d'éclipse totale. C'est assez intéressant, mais ça reste un peu historique. Alors j'en viens donc avec ce dernier numéro de la Revista de Occidente, donc pour les amateurs d'espagnol. La thématique qui est proposée, on ne parlera pas, vous en doutez, des indignés de la Puerta del Sol, mais donc il y a un numéro thématique très intéressant sur les révolutions arabes. Ah ben voilà, qui est d'actualité, voilà. En plus au moment où nous nous apprêtons à prendre l'avion pour le Caire, hein, mon cher Jacques Munier.